Bonjour à vous et bienvenue dans le 167e épisode de votre podcast Le Buller, le podcast qui va vous donner envie de lire de la bande dessinée. Le Buller vous propose toutes les 2 semaines de retrouver en une vingtaine de minutes 7 albums de bande dessinée qui viennent de sortir en librairie et que je prendrai le soin de vous présenter. Premier épisode de cette nouvelle année 2024, j'en profite pour vous présenter mes meilleurs vœux en espérant que cette année sera douce et ponctuée de belles lectures que vous découvrirez peut-être ici au cours de vos écoutes. Dans la première partie de l'épisode du jour, je vous parlerai de mon gros coup de cœur du moment et dans la seconde partie, je reviendrai sur 6 autres albums qui ont retenu mon attention et sur lesquels vous pouvez aussi vous précipiter. Au sommaire de ce nouvel épisode, je commencerai par vous parler en détail de l'arrivée en librairie du nouvel album de Franz Duschazo, un titre passionnant baptisé Les Derniers Jours de Robert Johnson, un titre édité chez Sarbacane. Dans l'ordre, la seconde partie sera consacrée aux 6 albums suivants, La Forteresse Volante, autre titre qu'édite la maison Sarbacane et que l'on doit à un duo d'auteurs italiens, Lorenzo Paloni pour le scénario et Miguel Villa pour le dessin. Je parlerai ensuite de Hugo, un titre qui nous replonge dans les années 90 en ex-Yougoslavie et que l'on doit à David Senou et aux éditions La Boîte à Bulles. J'aborderai aussi la sortie du 4e tome de la série Wild West, un tome baptisé La Boue et le Sang, une série que l'on doit au scénario de Thierry Gloris, au dessin de Jacques Lamontagne et qui est édité chez Dupuis. Ensuite, il sera temps de prendre le grand large avec ce nouvel album que l'on doit au talentueux Jean Crémers et qui est édité chez Glénat. Je vous présenterai aussi Suzanne, album de Tom Humberstone, consacré à la joueuse de tennis Suzanne Lenglen, un titre paru chez Ankama. Enfin, je terminerai par la sortie du tome 3 de l'intégrale Valentina que publient les éditions d'Argo, un titre qui met en avant l'iconique personnage créé par Guido Crepax qui revient dans une version couleur. 6 albums qui, comme vous l'aurez compris, sont des titres de grande qualité que j'ai adoré découvrir. Voilà pour le sommaire de cet épisode copieux, un épisode que vous pouvez prolonger sur Instagram en découvrant en images ces différents titres, mais vous en découvrirez bien d'autres encore qui ne seront pas présentés ici. Sachez que si vous nous écoutez depuis Spotify, vous pouvez vous précipiter sur l'application pour vous abonner si ce n'est pas déjà fait, mais aussi voter pour votre album préféré parmi les 7 présentés aujourd'hui. Il me reste à vous souhaiter une très bonne écoute, de belles découvertes et je l'espère aussi, de très bonnes futures lectures. Voilà, l'année 2024 est à peine commencée qu'atterrit déjà en librairie de très bons albums, parmi lesquels l'immanquable nouveau Franz Duschazo, baptisé Les Derniers Jours de Robert Johnson. Arrangé dans la catégorie biographie, ce joli bébé de 240 pages nous propulse dans l'Amérique des années 30, dans le sud des États-Unis pour être plus précis, pour un récit qui nous invite à mettre nos pas dans ceux de Robert Johnson. Je le confesse, je ne connaissais absolument pas cet artiste avant d'ouvrir l'ouvrage. Ce titre m'aura ainsi permis de découvrir un chanteur tourmenté dont les derniers jours ont été accélérés par une prise excessive d'alcool et des problèmes de santé. D'ailleurs, le projet de Duschazo est surtout de nous raconter les derniers jours de cette existence. D'autres parties de sa vie sont évoquées aussi, mais de manière fugace pour comprendre cette trajectoire en forme de météore. Robert Johnson va grandir dans une Amérique encore profondément marquée par le racisme et la ségrégation raciale. Petit, il assiste sa mère et son beau-père, qu'il déteste, qui triment dans les champs de coton. Espiègle, Bob, comme on le surnomme, ne se voit absolument pas faire comme sa maman, pour qui il a beaucoup d'affection. Son rêve à lui, c'est la musique, une initiation qu'il fait en douceur en écoutant sa mère chanter des refrains en travaillant. Tout cela, comme sa compagne Virginia qu'il va perdre alors qu'elle attendait leur enfant, est évoqué comme des points d'ancrage qui permettent de mieux comprendre qui est notre héros et pourquoi il est aussi mystérieux et tourmenté. La quête qui va essentiellement animer Robert Johnson concerne son père. Il erre dans le sud du pays à la recherche de ce père qui lui a juste légué ce nom, mais qu'il n'a jamais connu et qu'il a longtemps cru être un autre.
Voilà certainement la faille centrale de notre héros, celle qui le fait chavirer dans l'alcool, celle qui le fait marcher sur un fil sans jamais que le lecteur sache de quel côté il va tomber, même si le titre nous en dit long sur le funeste destin qui attend Robert Johnson. Lui, on le regarde avec son ami Johnny, on observe cet itinéraire tortueux à travers un sud raciste, où il n'est pas le bienvenu, mais où sa voix et cette façon de chanter finissent toujours par mettre tout le monde d'accord. Dandy sur les bords, lui qui est toujours bien sapé et bien propre, malgré des conditions de vie précaires, s'attache beaucoup à cette apparence qu'il cultive pour mieux séduire les femmes partout où il passe. Célibataire ou marié, Robert Johnson les aime à l'excès, à l'égal de cette bouteille qu'il a souvent entre les mains quand il ne porte pas le goulot à la bouche pour boire d'un trait son contenu et s'enivrer. Ivresse de la musique, des femmes et de l'alcool, Robert Johnson, qui a tout juste 27 ans quand on le suit, porte sur les épaules une vie chargée d'expériences douloureuses qu'il a décidé de chanter au gré de ses déplacements. C'est avec Ike Zimmerman, ce père de substitution, véritable mentor, qu'il a appris la guitare, lui le surdoué qui travaille ses gammes la journée et va écumer les bars pour jouer quand la nuit tombe. Avec ce bel album au format presque carré, avec sa jolie couverture bleue où Johnson se détache en noir avec la cigarette à la bouche, Franz Duschazo nous propose de suivre ce destin si singulier dont l'errance se termine sous nos yeux. Son dessin, dans un très beau noir et blanc, a un côté cinématographique, alternant les plans, jouant sur les flashbacks, une évocation graphique qui fait aussi penser au film Oh Brother des frères Cohen, un film qui se déroule à la même période. Quand il se met à jouer, le dessin se fait plus vibrant, tourbillonnant même, un dessin qui envoûte de la même manière que la voix et les accords de guitare finissent d'envoûter celles et ceux venus écouter le prodige. D'ailleurs, cette lecture est le bon moment pour découvrir le répertoire de Robert Johnson, mettre sa musique en fond finit d'immerger dans cet album et permet de faire renaître une fois encore ce chanteur oublié, remis ici en pleine lumière par un album de grande qualité. Les derniers jours de Robert Johnson est, vous l'avez compris, à titre passionnant, édité chez Sarbacane et sorti en librairie le 3 janvier dernier. Il fait partie de ces lectures incontournables de ce début janvier, histoire de bien commencer l'année en bande dessinée. Deuxième partie de ce podcast dans laquelle je vous propose de découvrir plus brièvement 6 albums sortis ces dernières semaines en librairie. Toujours chez Sarbacane et toujours dans les années 30, La Forteresse Volante est un album qui nous entraîne dans l'Italie fasciste du début du siècle dernier, un album où le mystère plane de bout en bout, un mystère lié à un étrange objet volant non identifié qui s'est écrasé à Vergiate en Lombardie. Si le récit démarre dans les années 90, où l'on comprend qu'un secret bien gardé sera au centre de l'histoire, très vite nous voilà propulsés en 1933 pour tâcher de comprendre en quoi consiste exactement ce secret. Pas très loin de Varèse, dans la petite ville sans histoire de Vergiate, va se dérouler un phénomène qui va marquer à tout jamais ce territoire, la chute le 13 juin 1933 d'un ovni que le gouvernement italien va tâcher de rapidement récupérer. Cette chute, c'est l'occasion de découvrir une famille fortement ancrée sur ce territoire, la famille Mélior, dont les 2 fils vont être impliqués fortement dans l'histoire qui démarre tout de suite après cet événement étrange. C'est Attilio que l'on découvre en premier, chemise noire sur le dos, il fait partie des jeunesses fascistes et va profiter de sa connaissance de la région pour être envoyé sur les lieux en compagnie de ses camarades pour mener l'enquête et faire disparaître les preuves. Sur place, il y retrouve sa famille, sa mère et ses sœurs, mais surtout son frère Aurelio qui, armé de son appareil photo et de sa caméra, tente de filmer et photographier les traces de l'événement. Pour cela, il est accompagné de Benedetta, jeune fille téméraire pour qui il éprouve un amour secret, une demoiselle qui a bien conscience de son charme et du pouvoir qu'elle a sur le jeune homme à lunettes. Les personnages sont posés, il faut maintenant emmener l'étrange appareil tombé du ciel à Turin pour l'analyser et se servir de la technologie qu'on va y trouver pour donner un avantage sur l'Italie fasciste
face aux pays concurrents. C'est que dans le milieu des années 30, on pressent la nouvelle guerre à venir et l'Italie veut s'armer pour mettre non seulement fin au communisme qui se diffuse en Europe, mais être plus fort que l'Allemagne nazie avec qui on collabore alors. Trahison, secret, jeu double, le tout sur fond de lutte d'influence au sein d'un parti fasciste où le Duce règne en maître, voilà ce que propose La Forteresse volante, un titre qui ne manque pas d'originalité du tout. Il faut dire que le duo d'auteurs italiens, Lorenzo Palloni au scénario et Miguel Villa au dessin, réussit à ancrer son histoire dans un contexte réel et apporte la dose de mystère suffisante pour créer un récit captivant que j'ai pris grand plaisir à dévorer. Grand amateur du dessin si original de Miguel Villa, dont on reconnaît la patte, on se laisse prendre par cette multiplicité des cases dont les formes varient, donnant du rythme à cet album. Un peu à la manière d'un Chris Ware, il propose une expérience de lecture originale qui donne du caractère à l'ensemble et qui participe au côté mystérieux de cet album que je recommande chaudement et qui est une véritable réussite. David Sénou n'a pas eu ce que l'on peut appeler une existence rectiligne. Avant d'être auteur de bande dessinée, il a fait partie des Casques Bleus, cette armée déployée par l'ONU dans les années 90 en ex-Yougoslavie. Tout cela n'est peut-être plus qu'un lointain souvenir pour vous, le souvenir d'une région du monde qui a été à feu et à sang et dont on a parlé tous les jours aux journaux télévisés. Le feu et le sang, on en est finalement loin en suivant Samuel Marchadier, héros de cette histoire, si on peut l'appeler comme ça, un personnage qui va essentiellement passer son quotidien à manger l'asphalte des pays slaves pendant que les combats ont lieu plus loin. Mais revenons-en au début. David Sénou, l'auteur de l'album Hugo dont il est question ici, est ce que l'on peut appeler quelqu'un qui revient de loin, quelqu'un qui fait de la bande dessinée autobiographique, même s'il prend une certaine distance en changeant le nom de son personnage par exemple. Ici, il se sert de Samuel pour raconter combien, alors qu'il était désœuvré et se cherchait certainement un objectif, mais surtout beaucoup d'adrénaline, il décide de s'engager pour partir en ex-Yougoslavie avec le secret désir d'en découdre et d'avoir l'armée pour le cadrer. À l'époque, il se revendique néo-nazi, il est skinhead, débite des idioties sur les juifs ou les arabes et écluse les bières à longueur de journée, renforçant là son côté provocateur qui n'a peur de rien. Tout cela, l'auteur le racontait déjà dans Mirador Tête de Mort, qui se voit réédité ce mois-ci, ouvrage qui met en scène le même personnage, avatar de l'auteur, qui ne le met pas vraiment à son avantage. D'ailleurs, David Sénou n'est pas dans une démarche de rédemption, il veut juste nous expliquer un parcours de vie, le sien, un parcours sinueux qui l'a amené aujourd'hui à travailler à l'hôpital et faire de la bande dessinée en parallèle. Dans Hugo, il nous livre donc son expérience de soldat, un soldat qui va être déployé sur un terrain de conflit, mais sans jamais connaître le combat, lui qui est assigné à la conduite des gros camions blindés qui transportent les hommes. Samuel se bat essentiellement contre d'autres soldats d'origines étrangères, traîne son mal-être dans les cafés où sa compagnie stationne et a beaucoup de mal à se sociabiliser avec ses camarades de régiment, lui qui met ses engagements nationalistes au-dessus de tout. Cette errance où l'ennui est souvent au centre, David Sénou nous la livre avec un dessin simple et efficace qui montre le quotidien morne et tire parfois en longueur certaines situations. Témoignage frontal où l'auteur se garde bien d'en tirer une morale ou des conseils, comme pour mieux nous laisser nous débrouiller avec ce récit, qui met parfois mal à l'aise, il offre au lecteur un ouvrage difficile à catégoriser. Au-delà d'un destin singulier, Hugo est aussi le témoignage d'une époque, d'un certain état d'esprit, un ouvrage déstabilisant au format moyen, tenant sur 320 pages et sorti le 3 janvier dernier chez La Boîte à Bulles. Partons maintenant dans l'Ouest américain, terre de conquête par excellence, mais territoire où règne aussi une certaine violence qui fait s'affronter les populations locales indiennes contre les défenseurs d'une certaine modernité et du roi dollar. C'est cette toile de fond que l'on retrouve dans la série Wild West, dont le 4e tome, baptisé La boue et le sang, est sorti en ce début d'année en librairie. 2e tome du 2e cycle, on y retrouve un trio composé de 3 des grandes légendes de l'Ouest américain, Calamity Jane, Charlie Utter et Wild Bill Hickok, qui sont passés d'ennemis à associés dans le tome précédent.
Il faut dire que dans les contrées inhospitalières du Nebraska, sévit un mystérieux tueur qui ne se contente pas d'assassiner ses victimes, mais qui les scalpe à la manière de ceux que l'on appelle encore les peaux rouges, un tueur sanguinaire qui semble avoir été lui-même scalpé quand il était encore enfant. Voilà l'individu qu'il va falloir rapidement retrouver, d'autant que dans le même temps, Hickok, qui s'assurait de la sécurité de la construction des chemins de fer, n'est plus là pour repousser les assauts des populations autochtones dans la ville de Mud City. Heureusement, pour aider la population à se défendre et pour que continue le chantier de la construction de la ligne de chemin de fer, symbole de cette modernité sur le territoire américain, des troupes de soldats emmenés par le Marshal Bass, nouveau personnage de légende, sont arrivés dans la ville. Mais la profanation d'un cimetière indien, en perçant le flanc d'une montagne pour faire passer les rails, va finir de mettre le feu aux poudres et déclencher une terrible vengeance dans le camp indien qui va mettre la ville à feu et à sang. C'est cette double aventure qui fait le sel de ce 4e tome, qui continue de rendre passionnante cette série, qui fait se rencontrer les grandes figures de la conquête de l'Ouest américain. Si le scénario de Thierry Gloris est toujours aussi intéressant à suivre et bien construit, que dire du dessin de Jacques Lamontagne, qui est un véritable régal pour les yeux. Son trait est toujours aussi précis, l'ambiance poisseuse et boueuse, ainsi que son cadrage dynamique, avec des dessins qui s'étalent parfois sur 2 planches, rendent le tout plus qu'agréable à déguster, avec même cette envie de prendre le temps de s'y arrêter. Bref, vous aurez compris que cette plongée que propose le duo dans ce Far West sans foi ni loi rend cette série vraiment plaisante à suivre, un plaisir que l'on pourra d'ailleurs prolonger dans un 3e cycle de 2 tomes à venir. Ce sont les éditions Dupuis qui publient ce Wild West de très bonne facture. Comme les précédents, le 4e tome s'étend sur 48 pages, et si vous me suivez bien, 4 tomes sont déjà sortis en librairie en tout. Après un premier album déjà remarqué, baptisé Vague de froid et paru l'an dernier chez Le Lombard, l'auteur belge Jean Cremers nous revient déjà avec un second titre en librairie, toujours aussi ambitieux et passionnant, sorti cette fois-ci chez Glénat et baptisé Le Grand Large. Aventure qui se déroule essentiellement en mer, il est pourtant ici question d'une très large métaphore astucieusement menée pour raconter le passage de l'enfance-adolescence vers l'âge adulte, vers ce grand large, comme le suggère le titre. Tout commence dans un petit village de bord de mer où, avec beaucoup d'assurance et de plaisir, un couple installe sa jeune fille, baptisée Léonie, dans une petite barque en bois avant de la pousser vers le large pour qu'elle y vive sa vie. C'est cruel, mais n'est-ce pas là le lot de chaque individu sur cette terre, avec cette expression consacrée qui ramène à l'eau, qui veut que l'on prenne le large, ou à l'air quand on parle de prendre son envol. Toujours est-il que Léonie ne semble pas vraiment prête pour cela, mais qu'elle n'a d'autre choix que de sortir les rames, si elle veut sauver sa peau, sur un élément qui apparaît hostile dès les premières pages. Il va falloir jouer des coudes pour la jeune fille à la veste jaune, sa casquette vissée sur la tête et cet avant-bras en bois pour compenser un membre manquant, comme si la perte se lisait aussi sur son corps. Heureusement, dans cette existence cruelle et sauvage, il y a aussi des moments de joie et d'entraide, comme lorsqu'elle sauve Balthazar de la noyade, jeune garçon qui ne dit pas un mot et qu'elle en fait son compagnon de galère sur sa petite barque en partie amochée. Le duo deviendra bientôt un trio quand il est complété par Agathe, femme au corps maigre et décharné, à la pauvreté qui se lit sur ses habits, mais à la générosité que l'on découvre au fur et à mesure que l'on avance dans l'histoire. C'est que le monde de Léonie est aussi un monde dangereux, où il faut se méfier des apparences, celui qui vous sauve parfois, comme c'est le cas avec Marc, peut être animé des pires attentions qui soient, derrière des dehors sympathiques. Le Grand Large est à la fois un titre qui se lit comme une aventure complète, mais aussi comme la métaphore que j'évoquais d'entrée, mais c'est surtout un titre passionnant qu'on ne lâche pas tant que l'on n'en est pas arrivé à la 248e et dernière page de l'album. Écologie, société, rapport à la nature, passage d'un monde à l'autre, Le Grand Large aborde de nombreuses thématiques avec justesse et intelligence, portées par le graphisme simple et efficace de Jean Cremers. Son dessin, facilement compréhensible, faisant la part belle aussi à de belles planches muettes, accompagne de la plus belle des façons ce scénario original, plein de maîtrise de bout en bout.
Sorti le 3 janvier dernier chez Glénat, Le Grand Large est un album qui nous entraîne avec brio sur les flots de cette année 2024, un titre que j'ai pris grand plaisir à lire et que je vous recommande si vous aimez les projets qui confrontent l'homme à la nature ou à sa nature profonde. Parlons maintenant de Suzanne Lenglen, cette championne de tennis dont le nom est resté à la postérité grâce à ce cours de Roland-Garros que l'on retrouve chaque année avant l'été, une Suzanne Lenglen qui se raconte à nous dans un album sorti le 12 janvier dernier. Ce nom qui nous est si familier est celui de cette grande championne du tennis féminin, une championne française dont le parcours est brossé par un auteur d'origine écossaise, Tom Humberstone, dans un album sobrement intitulé Suzanne. Parisienne de naissance, c'est à Nice, sur la promenade des Anglais, que débute ce récit. Nous sommes en 1908, Suzanne a 9 ans, quand avec son père, elle assiste à une exhibition de ce que l'on appelle encore à cette époque le lawn tennis, une démonstration qui va sceller son destin. Ce destin hors norme, elle le doit à un père qui voit en elle une future championne du tennis et qui va l'entraîner comme telle au quotidien avec une discipline qui ne laisse pas beaucoup de place au loisir. C'est là l'un des aspects de cette grande championne qui est mis en avant dans cette bande dessinée, le fait qu'elle n'ait pas vraiment choisi cette destinée dont elle s'est accoutumée avec le temps, mais qui semble parfois mal taillée pour elle. Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que l'on rencontre ce genre d'histoire, celle de parents qui poussent leurs enfants jusqu'à l'excès, mais ici, la jeune Suzanne semble faire preuve d'un certain talent dans son sport, talent que développe d'abord le père, puis ensuite l'entraîneur Joseph Negro. Mais avant de devenir celle qui va régner sans partage sur sa discipline, la fin de l'album rappelant que sur 348 matchs joués, elle n'en a perdu que 7, il faut d'abord laisser passer la Première Guerre mondiale. Suzanne ronge son frein, elle a hâte d'en découdre, et en attendant de remporter les tournois, elle affronte les hommes convalescents qui font de Nice la ville où ils vont se remettre des affres de la guerre. La suite de l'album alterne entre une Suzanne qui bat toutes ses adversaires, qui aime sortir et faire la fête, boire à l'occasion, et dont le fort caractère fait d'elle une personne capable de tenir tête aux médias. Mais au loin règne aussi la maladie, Suzanne est régulièrement prise de quinte de toux, elle peut se fatiguer rapidement et comme le suggère un personnage, sa force semble reposer sur des fondations fragiles. Avec un dessin semi-réaliste aux couleurs tirant sur le bleu et le rouge, Tom Humberstone nous montre cette Suzanne faite de contrastes, à la fois grande championne et icône de la mode, mais personnage au caractère détestable et au penchant sérieux pour la fête et le cognac. L'album ne s'intéresse pas complètement à la vie de la championne, ainsi il met totalement de côté la période qui suit la fin de sa carrière jusqu'à sa mort à l'âge de 39 ans des suites d'une leucémie. Mais le principal est là, l'ouvrage permettant de saisir ce qui fut la force de cette femme, qui ancra son sport dans une certaine modernité et qui fit d'elle une personnalité qui compte dans le monde du tennis. Ce sont les éditions Ankama qui publient cet album que j'ai trouvé non seulement très plaisant à lire, mais aussi riche en informations, une histoire qui se décline en 216 pages et que je recommande vivement. Comme toutes les 2 semaines, je conclus cet épisode en donnant de la place à un ouvrage spécial, le 3e tome de l'intégrale Valentina, une intégrale qui se composera au final de 12 volumes qui reprendront les 70 aventures de son héroïne. C'est donc un projet titanesque auquel se sont attaquées les éditions d'Argo, un projet qu'ils mènent en commun avec les Archivio Crépax, ayant droit et descendants de l'artiste italien qui ont la main sur ce trésor inestimable qu'ils ont décidé de faire redécouvrir au grand public. Les 2 premiers volumes étaient sortis en avril 2022 et permettaient ainsi de découvrir les premiers récits de cette héroïne, pas forcément prévue pour être récurrente d'ailleurs, mais elle a rapidement pris de la place dans l'esprit de son créateur. Ce 3e tome permet de revenir sur les histoires qui ont été éditées entre 1968 et 1971, des histoires que l'on retrouvait en noir et blanc dans le magazine italien Linus et qui, plus tard, seront reprises dans Charlie, magazine créé par Georges Wolinski qui adorait le travail de Crépax. Pour cette réédition en intégrale, l'œuvre du maître italien bénéficie de la couleur, des couleurs de toute beauté, qui finissent de sublimer les pages mystérieuses d'un auteur qui est très compliqué à faire entrer dans une case.
Des 6 histoires qui parsèment ce nouveau venu en librairie, on retiendra cette faculté qu'avait Crépax pour mélanger les univers, avec un dessin qui reflète d'ailleurs totalement ce mélange, un dessin que je trouve sublime pour ma part. Faisant cohabiter avec une certaine habileté le réel et le songe, l'érotisme et la violence, le monde des adultes et celui non moins cruel de l'enfance, il offre au final un tourbillon de sensations que l'on ne peut voir nulle part ailleurs. Bien entendu, Valentina est avant tout de la bande dessinée adulte, une bande dessinée qui montre les corps, surtout celui fin et érotique, d'une héroïne que l'auteur aimait dénuder, mais sans jamais la rendre vulgaire. Dans les histoires qui s'offrent ici à nous, des thèmes comme celui du double, en lien avec celui des robots, se laissent lire, mais aussi celui de la maternité, ou encore cette réécriture d'Hansel et Gretel, où Crépax associe à son dessin celui de ses propres enfants, alors encore très jeunes. C'est que l'album est accompagné à la fin d'éléments d'explication et de contextualisation du travail de l'auteur italien, de même qu'une explication des planches des 6 histoires présentées. Lire Guido Crépax est avant tout une expérience qui assurément ne plaira pas à tout le monde, mais c'est un univers riche qui s'offre à nous, qui tient autant de la narration que de la psychanalyse illustrée par moments. Grâce aux éditions d'Argo, on aura bientôt la possibilité de retrouver l'intégrale des histoires de cette jolie brunette à franges, une héroïne qui a le droit à une réédition dans un écrin de qualité pour une collection que j'affectionne tout particulièrement. Ainsi se termine ce 167e épisode de votre podcast Le Buller, un épisode consacré dans sa première partie au nouvel album de Franz Duschazo, un titre baptisé Les derniers jours de Robert Johnson et sorti aux éditions Sarbacane. J'ai comme toujours pris grand plaisir à vous préparer et à vous présenter cet épisode, j'en profite pour remercier au passage les différentes maisons d'édition qui m'aident grandement dans cette tâche. Pour que puisse continuer d'exister ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser une note sur les plateformes de podcast ou encore à en parler autour de vous pour le faire connaître. Le Buller en images, c'est sur Instagram que ça se passe, sur le compte lebuller.podcast. Vous y retrouverez la présentation des 7 albums évoqués aujourd'hui, mais aussi d'autres titres sortis récemment en librairie. C'est aussi le lieu idéal pour me contacter et interagir avec moi, et en attendant de vous retrouver le lundi 29 janvier, je vous souhaite de très bonnes semaines, mais aussi de très bonnes lectures.